Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette nouvelle soirée, donc deuxième soirée dans le cadre de notre cycle Enquête d'amour. On est toujours en quête d'amour. Je pense que ça peut durer longtemps. Donc, c'est quatre dates, 4 séances cette semaine. Il y aurait de quoi, sans doute, en concevoir davantage. Mais bon, on vous propose ce soir, pour cette deuxième séance, de rencontrer et d'entrer en discussion avec l'écrivain Abdelataya, que je remercie d'être parmi nous. Et puis, bien évidemment, cette formule assez originale que vous connaissez peut-être, qui consiste à ce que notre invité soit interrogé par des étudiantes encore ce soir, de Sciences Po Ex, avec lequel nous poursuivons notre partenariat avec le plus grand plaisir, et notamment avec Roxana Nadim, qui l'anime déjà depuis plusieurs années. Et donc toujours aussi en partenariat, en accord avec Zibline, et ce soir le lycée Saint-Charles, dont certains élèves, je crois, sont présents dans la salle. Merci à eux d'être là, et bravo pour votre engagement, votre présence, qui nous font chaud au cœur. Je passe du coup la parole à Roxana pour qu'elle finisse de vous présenter les étudiantes du soir. Merci Cécile, merci à tous d'être là. Merci le MUSEM, merci le lycée Saint-Charles, merci infiniment Zibline, Agnès Fréchel, Marc Boiry. Depuis maintenant 4 ans, nous travaillons main dans la main avec le MUSEM plusieurs mois dans l'année pour préparer un cycle de rencontres où les invités sont interviewés par des étudiants de Sciences Po de 2e, 4e et 5e année qui travaillent pendant plusieurs mois sur les œuvres des invités. Je vous présente donc Loïse Jean, Pauline Lafaille, Abdelataya qui vous a déjà été présentée, et Chiara Stella Pogionovo qui vont se lancer en quête d'amour ce soir. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Abdelataya. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Nous voudrions commencer par remercier tout d'abord le MUSEM de nous accueillir ce soir, le journal Zibline, plus particulièrement Agnès Fréchel, Sciences Po Ex et Roxana Nadim qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de ce projet. Également le lycée Saint-Charles et ses élèves pour leur présence ce soir et pour leur travail autour de l'œuvre d'Abdelataya. Donc Abdelataya, vous êtes écrivain et cinéaste. Vous avez étudié la littérature française à Rabat et à Genève, et vous vivez en France depuis 1999. En 2007, vous faites la couverture du magazine marocain Tel Quel, où vous affirmez publiquement votre homosexualité, ce qui a provoqué de vives réactions au sein de la société marocaine. Vous avez entre autres publié en 2006 L'Armée du Salut, que vous avez ensuite adapté au cinéma. Le jour d'un roi en 2010, pour lequel vous obtenez le prix de Flore, et Un pays pour mourir. Dernièrement, vous publiez un roman épistolaire intitulé Celui qui est digne d'être aimé. Donc plusieurs thèmes traversent votre œuvre, notamment la question de l'amour, la question de la sexualité, et plus particulièrement celle de l'homosexualité et de ses liens avec le politique. Donc c'est autour de ces thèmes que nous aimerions discuter avec vous au cours de la prochaine heure, avant de laisser la parole au public pour un temps de questions. Moi, je suis là pour ça. Je vais être le plus gentil possible. Merci. Ce soir, nous vous proposons de structurer notre échange autour de 2 temps, à savoir en premier l'amour et sa représentation dans vos œuvres, et en deuxième temps l'amour et ses liens avec la question politique. On va surtout parler notamment de la colonisation. Donc notre conférence de ce soir est en lien avec l'exposition Roman Photo qui se trouve actuellement au MUSEM. Et nous avions cru comprendre que vous aviez une petite anecdote au sujet des romans photos et de vos sœurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Enfin, tout ce que je suis vient de mes sœurs et des films égyptiens et de tout ce que mes sœurs m'ont permis de comprendre et d'apprendre de la vie. Mes sœurs, j'ai 6 sœurs, 7. Il y a une demi-sœur, mais elle n'a pas été élevée avec nous. Et donc, dans la maison, c'était leur sensibilité à elles, leur dictature à elles, qui régnait dans la maison. Et moi, je suis né chanceux au milieu de ces corps, au milieu de ces rêves, au milieu de ces femmes qui ne demandaient qu'à imposer ce qu'elles avaient dans leur cœur. Alors, ce qu'elles aimaient à l'époque, dans les années 80, je suis né en 73. Donc en 1980, j'avais 10 ans, 6 ans, 7 ans.
ces filles, ces femmes avaient besoin d'un petit boy, d'un petit esclave pour la servir et puis pour faire de lui ce qu'elle voulait. Bref, j'étais celui qui allait faire leurs petites courses, celui qui allait acheter pour elles des revues sur l'art, mais en fait c'était des revues arabes sur la vie privée des stars égyptiennes. On raffolait de ça, et moi-même je raffolais de ça. Et puis il y avait aussi parmi ces revues, en fait on ne les achetait pas. Il y a au Maroc des boutiques qui s'appellent Guelleh, mais c'est un endroit où on peut acheter des pépites, des pois chiches, du nougat, ce genre de choses, mais on peut trouver aussi des revues d'art principalement égyptiennes et libanaises. Il y avait le Maw'id. Mais en fait, on n'achetait pas les magazines, on n'avait pas d'argent pour acheter. On louait les magazines, on les amenait à la maison, et on les lisait et on discutait de tout. C'était une analyse extrêmement sérieuse et pointue de ce qui se passait dans la vie de ces stars égyptiennes que nous adorions énormément. Et parmi ces revues, il y avait Nous deux, en français. Voilà. Donc j'ai grandi avec Nous deux. Et après dire, j'ai plus grandi avec les désirs et les sensibilités féminines de mes sœurs. Et quand je dis les désirs, je dis aussi les tentatives de les réaliser dans la maison. Comment ce qu'on va dire à nos parents, comment on va négocier avec le grand frère qui, dès qu'il revenait à la maison le soir, nous imposait un silence digne du roi Hassan II. Mais il ne fallait pas se soumettre au roi Hassan II. Donc on trouvait toujours le moyen d'arriver à nos moyens, c'est-à-dire à nos fins, plus exactement, les fins de mes sœurs. Et moi, j'étais celui qui les... Parce que j'étais le plus petit, j'étais un esclave heureux pour mes sœurs. Et j'ai l'impression que toutes en fait, que tout ce que j'ai écrit, que tout ce que l'écrivain que je suis devenu, même le cinéaste, vient de ce laboratoire, en fait, de cette maison avec 3 pièces seulement, où il y a 11 personnes, avec cette domination à l'intérieur de la maison des femmes, de la sensibilité féminine. Et voilà, donc je suis un homme, mais beaucoup femme, grâce à mes sœurs. Et très heureux de l'être. Merci. Et du coup, vous parliez de ce laboratoire. Est-ce que dans ce laboratoire, vous mentionnez le rôle du cinéma égyptien? On le voit dans votre film, à un moment donné, toute la famille se réunit autour de la télévision et tout le monde regarde un film égyptien. Vous mentionnez aussi beaucoup vous mentionnez beaucoup le rôle d'Isabelle Adjani, je sais. Est-ce que, en fait, l'Algérienne. Oui. Isabelle Adjani est extrêmement importante, pas que pour moi, elle est importante, je pense que pour plein de jeunes d'origine maghrébine, soit qui vivent au Maroc, en Algérie, ou bien qui aspirent à venir en France. Quand on découvre le visage d'Isabelle Adjani sans rien connaître de la France et de l'histoire du cinéma français, je pense qu'on sent tout de suite un lien avec elle, tout d'abord avec cette extrême intensité qui se dégage d'elle et qui fait sa spécificité de jeu et qui lui donne cette forme de courage d'incarner des moments qui peuvent paraître fous, qui peuvent paraître dérangeants. Enfin, Possession, Camille Claudel, l'histoire d'Adèle H, Mortelle Randonnée, toute cette capacité qu'a Isabelle Adjani à être dans une intensité. Moi, je l'ai vécu comme très arabe. Alors, je sais que pour les Français, ils ne vont pas accepter ça. Mais moi, quand j'ai découvert ça, je me dis, ah tiens, elle vient de chez nous, celle-là. Il y a quelque chose en elle, de sa facilité, même physiquement. Enfin, je ne savais pas à l'époque qu'elle avait un père algérien et une mère allemande. Mais disons que physiquement, et cette capacité à s'engager dans les rôles, parce que c'est ça ce qui caractérise Isabelle Adjani. On a l'impression qu'elle n'a pas peur des ridicules et que quand elle crie, quand elle fait des gestes comme ça d'une amoureuse éperdue, que si quelqu'un d'autre le faisait, ça paraîtrait ridicule. Elle le faisant, c'est sublime. J'ai tout de suite fait le lien, quand j'ai découvert Isabelle Adjani,
entre elle et mes sœurs. Non pas qu'elle soit aussi belle qu'Isabelle Adjani, c'est très difficile d'égaler la beauté d'Isabelle Adjani, mais je ne sais pas comment vous dire, cette façon qu'on a à la fois d'avoir le désir, et en l'exprimant, on exprime aussi ce qui opprime ce désir. C'est cette concomitance. En même temps, il y a l'expression, mais on n'oublie pas quelque chose de ce qui pourrait empêcher, de ce qui empêche le désir, et aussi exprimé. Donc, ce qui fait qu'on n'est jamais dans quelque chose d'univoque, dans l'expression, dans le jeu d'Isabelle Adjani et aussi de mes sœurs. Mes sœurs étaient très, très, très diaboliques. Diaboliques dans le bon sens du terme, si je peux dire. C'est-à-dire, elles ne sont pas des femmes comme ça, je ne sais pas comment on va appeler ça, soumises ou qui attendent. Dans le petit territoire du monde où elles sont, le quartier de Haït Salam, la ville de Salé, le Maroc, avec tout ce que la comporte comme politique et comme ordre social, elles ont résisté, elles ont fait des choses. Elles ont manipulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, à commencer par moi. Et quand j'étais adolescent, elles se servaient de moi pour sortir, voir leurs copains. Elles avaient des copains. J'espère qu'il n'y a pas de membres de ma famille ici ce soir. Parce que c'est un peu des secrets. Ça, c'est qu'elle disait à ma mère, mais il est là, il me protège. Mais je les protégeais de rien du tout. J'étais ravi de découvrir c'est qui le nouveau copain. Est-ce qu'il est aussi beau que le précédent? Et surtout, j'étais ravi d'avoir ce qu'on appelle au Maroc skimo, les Eskimos, les glaces. On appelle ça skimo en arabe. Donc, je négociais comment on dit ça, j'ai oublié le mot en français, les saveurs. Voilà, qu'est-ce que je voulais. J'aimais beaucoup chocolat. Voilà. Je vous propose maintenant de regarder un extrait de votre film L'Armée du Salut, qui est sorti dans les salles en 2014. C'est un extrait qui se situe au tout début du film, et un extrait qu'on peut peut-être qualifier d'un peu cru. Et on en parlera juste après, si vous voulez bien. دور ما فهمتيش؟ غيرتي؟ يلا قيموا افتح مزيان انت افتحها كبغينيش
مالك عايزين من العطلة؟ لا عشيتي ولا مازال؟ ما فيش. نزل الكوزينة ناكل شي حاجة. مزيانش نعس في كرشك خاوي. سير. Donc, nous avons choisi ces deux scènes, à la fois parce que surtout la deuxième scène nous montre une certaine tendresse, et la première scène est aux antipodes de ce qu'on pouvait penser avec les films égyptiens, où là, on a une représentation de l'amour complètement différente de ce qu'on peut voir ici. Et notre question, ce serait de savoir si, déjà, est-ce que la relation sexuelle qui est présentée ici, la relation tout court, est-ce que c'est une agression ? Bon, tout d'abord, le cinéma égyptien, c'est pas seulement des comédies musicales qui parlent d'amour. Et le cinéma égyptien est un cinéma très très complexe. Il y a beaucoup de genres. Il y a beaucoup de films qui sont des drames. Il y a des films réalistes. Je sais que quand on dit l'expression cinéma égyptien, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est des films qui dégoulinent d'amour avec Farid Al-Atrash qui chante derrière. J'adore ce genre de films, mais il y a aussi autre chose, des films qui sont très noirs et qui m'ont marqué autant et qui m'ont fait pleurer. Et je sais que pour certains, cette influence ne se voit pas peut-être dans mon film, mais pour moi, elle y est. C'est juste que moi, je trouvais le moyen d'intégrer cette influence sans faire du copier-coller. Pour répondre à votre question, en fait, toute situation, la couleur d'une situation ne peut pas être unique. Chaque situation, qu'elle soit terrible ou heureuse, il se passe beaucoup de choses en même temps. Et en écrivant le scénario, j'ai essayé de montrer cette complexité dans chaque scène. On voit là, c'est le début du film. On voit le héros qui revient du four. Il ramène le pain du four public et quelqu'un l'arrête dans la rue. Il prend sa main, il l'emmène dans un endroit. En fait, c'est une maison qui n'est pas encore. C'est un chantier en fait. Et il se permet de le violer. Tel que j'ai écrit la scène, tel que je l'ai filmé, tel que j'ai dirigé les acteurs, je leur ai demandé de la jouer comme si ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Quand on vient au monde, la structure qui dirige le monde, qui dirige les rapports entre nous, ne préexiste. Et il nous faut beaucoup de temps pour comprendre de quoi il s'agit là. Je ne sais pas si c'est clair, mais je voulais qu'il y ait beaucoup d'éléments de l'ordre de l'ambiguïté, de l'ambivalence dans ce film. Alors, est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? Et s'il n'est pas d'accord, pourquoi il ne fuit pas? Pourquoi il ne crie pas? Et s'il crie, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il ne crie pas? Est-ce que, quand l'autre lui donne l'ordre de se retourner, il pourrait fuir, mais il ne fuit pas? Nous savons tous que dans les situations de viol, c'est pas simple de raconter ça avec ce que nous pensons de cette situation. J'ai essayé de montrer cette scène, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, et qu'il est pris dans un engrenage, une construction sexuelle du milieu, de ce quartier où il vit. D'autres garçons, d'autres hommes se servent de lui comme un objet sexuel pour satisfaire leur libido, leur frustration sexuelle, et que lui, vivant là, dans cet endroit-là, dans ce quartier-là, comme il n'a pas la possibilité de crier, de parler à quelqu'un qui l'écouterait, qui l'aiderait, qui le sauverait, il accepte. Je suis sûr que vous comprenez ça. Et quand il n'y a personne là, on devient ce qu'on nous dit de devenir. Et la vie c'est ça. Que les autres
se servent de nous, etc. Ça arrive en fait partout, hein, pas que dans cette scène ou dans ce quartier. Ça arrive dans la structure même de la famille. Hein. On peut demander des choses de son père, de sa mère, quand on l'a pas. Et à un moment donné, on comprend, voilà ce qu'il faut faire que peut-être pour avoir ça. Il se trouve que lui, il subit tous les interdits, tous les tabous de la société, comment la sexualité des individus est à la fois interdite en dehors du mariage, mais en même temps vécue dans des marges et dans des viols, mais dans des viols que je dirais même pas filmés comme des viols banalisés, dilués dans le quotidien de la réalité. Vous voyez, quand on dit comme ça viol, on imagine tout de suite, là, mais quand le viol se répète, il est comme ça. Oui, c'est ça. Il est dilué dans le quotidien. Ceux qui le voient font même plus attention. Et c'est ça ce que je voulais filmer. C'est ce degré de violence tel que ça en devient banal. Et ça en devient... je ne sais pas comment dire. C'est comme quand tout d'un coup un grand bruit et je sais pas moi, l'armoire qui tombe, ce bruit assourdissant est tel qu'à un moment donné, on n'entend plus le bruit assourdissant, mais juste l'écho de ce bruit assourdissant. Et ben, je voulais filmer cet écho du bruit et du viol. J'espère que c'est clair. Donc en fait, la violence dans les relations sexuelles, ou les relations tout court, ça viendrait du contexte répressif du système autour des personnes qui vivent ces relations. Ah, mais ça, c'est valable pour tout pays et toute société. Hein. C'est valable aussi bien pour Marseille que pour Casablanca. C'est-à-dire, malheureusement, on ne peut pas se soustraire. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qui protègent les individus, qui leur garantissent... Voilà, tout ce qui garantit une individualité libre, ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que ce qui se passe entre les individus... ne se passe pas dans une certaine violence. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est quasiment une loi... C'est une chose que de protester contre cela, de condamner cela, mais c'en est une autre quand on filme et quand on fait... Ce que je veux dire, on ne fait pas un film avec des idées sur la situation. Il faut filmer, avoir quelque chose et la mettre dans ce qu'est la vie. Et non pas mettre une idée théorique dans une situation. J'espère que c'est clair, parce que c'est une chose très importante au moment d'écrire le scénario. C'est une chose, moi je suis devenu homosexuel, libre, libéré, etc. Et encore, à partir d'un certain âge, et c'en est une autre, un jeune adolescent marocain vivant dans un milieu pauvre, et comment lui se débrouille avec tout ce qui se passe autour de lui, c'est cette organisation de la société. Et pour qu'il puisse survivre, je ne peux pas lui donner ce que moi j'ai appris à l'âge de 25 ans ou 30 ans. Ça serait quasiment anachronique. Ça ne serait pas correct. Ça ne serait pas juste. Il faut lui donner les moyens d'exister et de résister, les moyens de lieu où il est. Et ces moyens de résister ne se situent pas forcément du côté du bien. Voilà, c'est pour ça c'est un héros un peu sombre. Je voulais quelqu'un qui... Ce que je veux dire, c'est une chose qu'on dise aux gens « libérez-vous » et tout ça. C'est très bien. Mais c'est autre chose, comment cet individu fait pour se libérer tout seul dans la société, en confrontation avec les gens qu'il aime et qui ont du pouvoir sur lui. Comment il négocie. Ce n'est pas parce qu'on va vers quelqu'un, voir sa mère, on lui dit « je suis libre, tu m'acceptes comme libre » que l'autre vous accepte comme libre. À un moment donné, l'individu se retrouve devant des murs, devant des impossibilités, et il comprend qu'il faut qu'il louvoie, qu'il manipule, qu'il mente, qu'il vole, qu'il séduise des gens et qu'il les trahisse après, etc. La vie, quoi. Sans transition, en lisant vos ouvrages, on a cru percevoir une certaine filiation avec l'œuvre de Jean Genet. Je sais que c'est un intellectuel que vous aimez particulièrement, à la fois dans votre style d'écriture et aussi dans les normes, dans le rejet des normes imposées.
On voulait vous demander à quel point vous acceptez cette filiation avec Jean Genet. Bon, Jean Genet est enterré au Maroc, dans la ville de Larache. Je ne sais pas si vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous apprends ça. Cette année, je crois, on fête le centenaire de sa naissance, il me semble. Je crois que Jean Genet est né en 1918. Et moi, quand j'ai découvert Jean Genet, je n'avais aucune idée de l'écrivain, du immense écrivain français qu'il était et qu'il est. J'ai découvert Jean Genet presque comme un saint, parce qu'il est enterré dans un cimetière pour soldats espagnols, quand l'Espagne colonisait le Maroc, au début du XXe siècle. Et la tombe qu'on lui a donnée est une tombe musulmane. C'est-à-dire lui, il voulait être enterré là, au Maroc. Il est mort à Paris, il voulait être enterré au Maroc. Et quand ils ont ramené la dépouille, il n'y avait que des fossoyeurs musulmans qui ne savaient pas comment enterrer autrement les gens qu'en dirigeant les corps vers la Mecque et en installant quelque chose de musulman. Donc ils l'ont musulmanisé, mais je pense qu'il est ravi. Oui, je suis même sûr, il est ravi. Et il y a une forme de sainteté qui est en train de se créer autour de Jean Genet. Il y a une forme de mémoire amoureuse que les pauvres au Maroc ont gardé de Jean Genet. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien aux gens, mais un bien, pas par la littérature, par les livres, mais un bien comme nous, par exemple, ce soir, on se fait du bien. Et on va essayer de continuer. C'est-à-dire, il a donné quelque chose de lui à plein de gens pauvres au Maroc et qui ont gardé cette mémoire de lui. Et qui, cette mémoire continue de vivre. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui dans les années 80 par une parente de ma mère qui est un jour venue chez nous et qui a parlé, elle a dit « Sidi Génier ». Je connais ouais, Sidi Génier. C'est qui ce Sidi Génier? Donc c'était déjà le Marocain l'avait marocanisé. Sidi Génier. Voilà, on est passé de Jean Genet à Sidi pour dire le saint, Moulay, Sidi Génier. C'est trop beau. C'est franchement comme une mémoire de quelqu'un après sa mort. Je pense qu'il doit être vraiment ravi, Jean Genet. Et j'aime beaucoup cette idée que l'écrivain, que le message de l'écrivain et que ce qu'il a à donner au monde ne se limite pas seulement à ceux qui peuvent acheter d'une part les livres, comprendre la langue française, comprendre peut-être des choses trop intellectuelles pour eux. Quand l'écrivain dépasse les frontières de la littérature et de l'écriture, c'est le nec plus ultra, si je peux dire. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça arrive à très 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 peu d'écrivains. Que l'écrivain ne soit pas cantonné seulement aux frontières des livres et aux classes sociales qui peuvent lire ces livres. Je n'ai certainement pas la hauteur littéraire de Jean Genet, ça va de soi, mais je me considère comme quelqu'un qui fait partie de ces adorateurs jusqu'au bout. Voilà. Dans l'Armée du Salut et dans Celui qui est digne d'être aimé, il nous a semblé percevoir comme un cri, comme l'expression d'une colère dans votre écriture. Jusqu'à quel point la question de l'homosexualité a-t-elle été pour vous une revendication? À vrai dire, vous êtes hétérosexuel? Pardon. Excusez-moi, ne répondez pas à la question. On va supposer que vous êtes hétérosexuel. Est-ce que vous vous mettez à écrire un livre? Est-ce que l'hétérosexuel, quand il se met à écrire un livre, il va dire « je vais écrire sur mon hétérosexualité et faire comment elle s'organise dans la vie ». L'hétérosexualité fait partie de sa vie. Voilà, il y a quelque chose... il ne va pas dire « je vais faire un livre sur l'hétérosexualité ». Alors, il se trouve que l'homosexualité, quand même, est quelque chose qui est encore tabou, qui pose problème dans plein de sociétés. On peut comprendre qu'un écrivain puisse dire « je vais écrire sur l'homosexualité » et tout ça. Mais il ne peut pas faire toute une œuvre pour dire « mes livres sont sur l'homosexualité ». Parce que l'homosexuel ne se pense pas tout le temps « je suis homosexuel, je suis homosexuel, je suis homosexuel ». Comme l'hétérosexuel
ne se pense pas tout le temps. C'est le monde, comment il est construit, l'hétéromachisme, l'hétéronormativité, tous ces trucs dont les hétérosexuels ne se rendent pas du tout compte, qui lui rappellent ça et qui le poussent à une forme de révolte et une forme de se dire mais c'est eux qui m'excluent. Alors je suis avec eux, je suis dans ce monde et ils me disent je ne suis pas comme eux parce que je suis différent d'eux, c'est-à-dire que je suis un peu spécial, d'accord, mais ils ne veulent pas que je sois presque dans le même monde qu'eux. Et cette idée que parce que je suis homosexuel, je ne suis pas dans le même monde que vous, pour moi c'est trop triste. C'est triste. Je ne peux pas accepter l'idée que parce que je suis homosexuel et soi-disant très spécial, je vais me mettre dans ce petit coin et qu'ils appellent le ghetto, je ne sais pas quoi, et qu'on me dit « Ah, il est spécial, il est homosexuel ». Mais ça, c'est juste, pour moi, cette idée, quand j'entends ce genre de choses, j'entends une autre exclusion. Même quand on dit, quelqu'un qui vous dit « j'ai plein d'amis homosexuels, j'ai aucun problème avec les homosexuels », c'est une autre forme d'exclusion, une autre forme pour dire « on ne veut pas de vous ». On ne veut pas. Alors que vous n'avez pas demandé ça. On n'a pas demandé à ne pas être de ce monde. On est dans le monde. On a le droit d'être dans ce monde. C'est l'autre, parce qu'il estime qu'il a beaucoup plus de droits que vous, qui ne cesse de vous dire... Mais ça passe par la parole, ça passe par des signes, par plein de choses. Et plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point tout ça est presque insurmontable pour l'homosexuel. Ce que je veux dire par là, c'est le désir d'être dans le monde avec les autres. C'est les autres qui excluent. Moi, je n'ai aucune envie d'être un homosexuel qu'avec les homosexuels. Je parle de mes sœurs depuis tout à l'heure. Mes sœurs sont totalement hétérosexuelles et je suis complètement rempli de mes sœurs, de leurs histoires, de leur monde et tout ça. Et c'est ce qui sort dans le livre. Si je me disais, je vais faire des livres sur l'homosexualité pour faire comprendre aux hétérosexuels ce qu'est l'homosexualité, eh ben moi, non, je ne vais pas leur expliquer ça, je m'en fous. Je m'en fous d'eux. Je m'en fous de ces hétérosexuels qui nous excluent dans la vie. Et après, il faut faire de la littérature pour leur expliquer ce qu'est l'homosexualité. La littérature est beaucoup plus belle, plus noble que cela. Ici, ils ne le comprennent pas, et ben, tant pis pour eux. Ça, c'est un point très, très, très important, parce que c'est quelque chose qui continue, moi, personnellement, de me faire très, très, très mal. De me dire que pour les hétérosexuels, je suis spécial. Qu'est-ce que ça veut dire, spécial ? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas de moi. Donc qu'il y ait l'écho de cette révolte, de cette colère dans la littérature, oui, mais je ne vais certainement pas faire de la littérature pour expliquer l'homosexualité aux hétérosexuels et aux autres. Donc dans mes livres, dans ma littérature, il y a le monde, il y a la vie, telle qu'elle me traverse, avec plein de choses, avec plein d'histoires. Quand j'écrivais le film, il était hors de question qu'il n'y ait que l'homosexuel dans ce film. Il fallait filmer tout le monde autour de lui, même si ce monde le rejette. Même si ce monde lui fait du mal, il fallait que moi, je filme ce monde avec amour. Il fallait que je le filme bien, même s'il lui a fait du mal. Et si je ne le filmais pas bien, ça veut dire que le film n'allait pas être bien. C'est-à-dire quand je le filme, c'est-à-dire y aller. Et c'est ça qui est trop difficile pour les homosexuels. Être constamment aller même vers ceux qui peut-être ne comprendront jamais. Donc voilà. Donc non, ma littérature, il y a de l'homosexualité, il y a la vie, le monde dedans. Si certains veulent y voir leur vision petite, étroite de l'homosexualité des homosexuels, ils sont libres. Moi, je considère que la vie, le monde est beaucoup plus large et plus grand que ça, et c'est ce que je mets dans la littérature. Voilà. Pour rentrer maintenant Pardon pour cette colère, mais c'était pas prévu. Pour rentrer dans notre deuxième partie, plus sur la question politique, je vous propose de regarder maintenant la vidéo qui résume un entretien qu'on a eu avec les lycéens. Et pareil, on en parlera après, si vous voulez bien. Toujours là, ouais, c'est ça. Voilà. Alors juste vraiment pour voir
ce que ça fait de se réveiller, d'être une fille et de passer, je sais pas moi, peut-être 2-3 semaines en tant que fille, je trouve ça serait cool. Ouais, ça peut être marrant. Ça permettrait de comprendre les filles et la façon de penser surtout, parce que je comprends rien. Et si vous vous réveillez en tant que fille, vous vous imaginez vous réveiller en tant que fille et être attiré par les garçons ou être attiré par les filles? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi aussi, j'aimerais bien être 3 semaines. Hein. Mais d'être juste après, non. Ça vous est jamais arrivé de regretter d'être un garçon? Non, pas. Non. La façon dont, comment on va nous voir, surtout ses parents aussi, parce que c'est nos parents, on a toujours peur. Du coup, on va d'abord, je pense, cacher. Et puis si on voit que c'est accepté, on va plus se livrer et à des personnes de confiance. Et puis après, on va l'élargir si on y arrive, etc. Mais je pense que c'est chacun fait comme il le sent, parce que c'est vraiment intime de pouvoir se livrer autant sur sa sexualité, son orientation, etc. Je pense. Tout le monde était persuadé qu'il était gay parce que justement il restait avec nous, on était un groupe de filles et bien sûr il avait aussi un peu des manières de filles. Du coup tout le monde pensait qu'il était gay alors qu'en fait non, et il s'est un peu fait vraiment discriminé pour ça au collège, mais nous on était là donc on le défendait, ça allait, mais les autres ils le voyaient bizarrement, ils trouvaient qu'il était... Des fois, quand ils étaient en colère contre lui pour n'importe quelle raison, ils le traitaient de gay. Et pour eux, c'était une insulte. De gay ou autre chose? Non, de... Juste de gay? Non, de PD. Oui, de PD. Ouais, voilà, de PD. En arrivant en seconde, dans sa classe, il y avait... donc toute sa classe a appris qu'elle était bi. Et elle était, entre guillemets, rejetée par les filles de sa classe qui pensaient qu'elle voulait absolument sortir avec toutes les filles, au moindre petit signe. Et du coup, elle était un peu rejetée des filles de la classe. Pour nous, Français, maintenant, c'est pas pour tout le monde, mais en gros, pour pas mal de Français, ça sort maintenant de penser que c'est pas possible, c'est pas légal. Il y a eu le mariage il y a pas longtemps, je pense qu'eux, ils sont pas prêts de faire tout ça. Et je sais pas, c'est une société vachement conservatrice et je suis assez étonné de voir que, on en a parlé tout à l'heure, on était si proches, on n'est pas très loin, et que pourtant les législations soient si différentes. Peut-être que nous on a un train d'avance, mais peut-être que les Marocains là-bas ils veulent pas changer de leur société et ils veulent pas faire comme la France. Peut-être ils veulent juste garder leurs habitudes et ça reste encore un peu choquant de voir 2 hommes et 2 femmes ensemble. Ils sont pas encore habitués. Par exemple, il a fallu du temps pour la France, comme il faut peut-être du temps pour eux aussi. D'accord. Et les homosexuels là-bas, ils attendent? Ils attendent de plus souffrir ou... Donc, on voit dans cette vidéo que les lycéens semblent suggérer que malgré des difficultés, il est plus facile en fait d'être homosexuel dans la société française qu'au Maroc. Et vous voulez savoir qu'est-ce que vous en pensiez, vous, qui connaissez les deux sociétés en fait? Non, on a bien vu quand le mariage gay, voilà ce qui s'est passé en France, tout ce qui s'est réveillé, une forme de haine, de racisme, que j'ai complètement décomplexé sur les plateaux de télévision françaises. Je pense qu'on a tous vu ça. Ça venait d'où tout ça? Je veux dire, pour quelqu'un comme moi qui rêvait de la France, pour moi, la France, c'est Jean-Luc Godard, même s'il est suisse, François Truffaut, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Victor Hugo, Descartes, tout ça. Voilà, c'est des grandes figures qui ont apporté quelque chose à la France et en même temps le monde, l'humanité, tout ça. Et donc, une forme d'incarnation de la liberté. Mais la liberté réelle, pas la liberté de la pose, pour dire je suis libre, je montre je ne sais pas quoi. C'est-à-dire une liberté profonde, pas une liberté pour magazine ou bien pour l'immédiat. C'est quelque chose de très très profond et qui est quand même associé à l'idée de la France et qui arrive très loin, même chez les pauvres au Maroc. Donc que tout d'un coup, quand on vit en France, il n'y a pas si longtemps que ça, donc le mariage c'était il y a 4-5 ans, même pas. 5 ans peut-être, 5 ans, de voir tout ça ressortir d'une... ça nous pousse à relativiser plein de choses, qu'en fait la liberté, même quand elle est
plus ou moins acquise par la loi, n'est pas totalement si acceptée que ça. Les homosexuels continuent tout simplement de poser problème. Peut-être qu'on va dire, mais maintenant ils ont le mariage, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Qu'ils aillent se marier entre eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Il y a quelque chose de cette... assez étrangement, même si pour certains, le mariage gay en France, c'est un aboutissement, je crois que ça a été vécu par plein d'homosexuels comme un échec, comme quelque chose qu'il fallait... je sais pas comment dire. Je suis sûr que pour certains homosexuels, ça fait ressortir des choses qu'ils ont dû vivre quand ils étaient petits. Tout ça est ressorti, j'en suis convaincu. Moi, je regardais tout ça sidéré, tout simplement. C'est tout d'un coup que je me sentais presque, je ne veux pas dire pas français, mais je me dis, parce que tout d'un coup, je comprenais qu'il y a quelque chose d'autre de la France que je ne connaissais pas et qui est là. Et c'est une chose que de parler de liberté, et c'en est une autre que de la donner à l'autre et aux autres. Donc voilà, ça pour ce qui concerne la France. Pour ce qui concerne le Maroc, donc c'est là où la question coloniale arrive, en fait. Parce que l'interdiction de l'homosexualité, je suis désolé de le rappeler, il y a les lois qui posent l'homosexualité comme un interdit par la loi. Ça a été apporté par la France, par les pays occidentaux pendant le colonialisme, par les Anglais en Égypte, parce que ce sont ces pays-là qui ont écrit les constitutions. C'est la France qui a écrit la constitution du Maroc, même si nos rois et tout ça font des changements, mais grosso modo, c'est la France, et voilà, qui a remanié plus ou moins, remodelé le Maroc. Et donc, parmi les interdits, il y a cet interdit de l'homosexualité. Donc, l'homosexualité comme catégorie sociale, psychologique, politique, inventée en Occident, a été apportée au Maroc et laissée là-bas comme quelque chose qui pose problème. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut rappeler d'une manière calme, objective, parce qu'il s'agit de l'histoire, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, je me pose la question, mais comment vivaient ces gens Marocains homosexuels qui n'avaient pas conscience qu'ils étaient homosexuels tels qu'on le conçoit aujourd'hui? C'est quand même très important de se poser cette question. Est-ce qu'ils étaient heureux ou pas? Et la société marocaine, comment les gérait-elle? Et qu'est-ce qui se passait? Le problème, c'est qu'on vit tellement pour ce qui concerne les droits de l'homme, tout ça est inventé en Occident, et c'est ce qui domine le monde. Et on a à un moment donné l'impression que le temps qu'il a fallu pour l'Occident arriver à telle ou telle vérité, tout d'un coup, vous savez que l'homosexualité, jusqu'en 1989, en France, c'était encore considéré comme une maladie. Est-ce que vous le savez? Donc ça, il faut le rappeler encore une fois. C'est-à-dire, le changement de mentalité, entre guillemets, autour de la question homosexuelle est encore extrêmement récent, même en Occident. Donc voilà, ça, il faut le rappeler tout le temps, surtout quand on commence à parler de comment les homosexuels vivent ailleurs, au Maroc, en Algérie, ou je sais pas moi, au Soudan, ou je ne sais pas où, pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement. C'est-à-dire que l'Occident, quand il essaye de parler de ce qui se passe là-bas, pour les homosexuels, on va prendre le Maroc, tout d'un coup, il parle en essayant de leur imposer une forme d'accélération du temps pour qu'ils arrivent au même résultat que pour la France. Or, cette chose n'est pas possible. Je ne suis pas en train de défendre le Maroc ni la politique du Maroc en disant tout ça. Mais il est très important que pour parler de la liberté pour l'autre, de penser l'autre, comment il vit, là où il vit, et non pas à partir de nos acquis ici. Quels que soient ces acquis, je ne suis pas contre les acquis, moi-même j'en profite et j'en bénéficie. Mais aider l'autre, c'est ne pas déverser sur lui une forme de, je dirais presque d'ignorance de lui ou de cette personne, et quelque part une forme de
parfois sans qu'on le sache, de néocolonialisme, hein, sans qu'on s'en rende compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, si vous me posez, si on oublie tous ces aspects de la question homosexuelle pour le Maroc, et que vous me dites qu'est-ce qui se passe pour les homosexuels au Maroc, parce les catégories inventées en Occident dominent, qu'on le veuille ou pas. Il y a Internet, tout ça n'a fait que exploser tout cela dans les sociétés du monde entier. Je pense que c'est un problème politique. Les gens qui dirigent le pays ne veulent pas changer la loi, ne veulent pas abandonner cette criminalisation de ces homosexuels. Il y a depuis presque 15 ans au Maroc des journalistes qui se mobilisent. Il n'y a pas que moi qui parle d'homosexualité au Maroc, il y a aussi plein d'autres jeunes qui se sont manifestés à travers des vidéos. Il y a quelque chose qui bouge. Ceux qui ne bougent pas, c'est les gens qui dirigent le pays. Ceux qui veulent que les citoyens, d'une manière ou d'une autre, restent dans la soumission, dans la peur. Ils ont peur que s'ils leur donnent la liberté à telle ou telle catégorie de population, et bien peut-être que d'autres voudront la même chose de tout ça. J'espère que c'est clair. Mais la question est extrêmement complexe et j'ai essayé Pour moi, c'est d'abord politique. Quand j'entends dire la tradition, ils sont encore arriérés, les femmes voilées, tout ça, tous ces discours-là, j'ai l'impression que ça ne fait que conforter certaines personnes dans ce qu'elles veulent pour les populations de ces pays-là. Donc, au lieu de traiter le problème de manière politique, comme ça, au moins, on sait à qui on s'adresse et de quoi on parle. Voilà. C'est déjà pas mal. J'espère que c'est clair. Moi, dans ma tête, c'est pas clair, mais j'espère que pour vous, c'est clair. Il nous reste assez peu de temps, en fait, et moi, j'aimerais vous poser une dernière question. À un moment donné, dans votre roman L'Armée du Salut, Mohamed, un personnage marocain, dit cela. Le sexe, disait-il, c'est la première matière brute de ce pays, son trésor, sa première attraction touristique. Ma question, qui rejoint ce dont vous parliez juste avant, c'est en fait de savoir à quel point la colonisation elle est encore présente dans les relations sexuelles de manière générale au Maroc et particulièrement dans les relations homosexuelles, à quel point la dimension coloniale elle rentre, elle s'immisce dans les relations. Je pense que tout d'abord, tous les Marocains n'entrent pas tous forcément en contact avec des Occidentaux et il y a des Marocains qui n'ont aucune idée de ce que c'est, comment doit être un Français, par exemple. Moi, il m'a fallu arriver à l'âge de 22 ans pour réellement découvrir ce que c'est un Français. C'est-à-dire, une fois que j'ai pu le déshabiller, parce que c'est ça ce qui permet une réelle connaissance et un dépassement de toutes les frontières. Et que tout d'un coup, je me disais, bon, il est français, d'accord, mais moi, c'est moi qui l'ai déshabillé, donc je suis moins petit. Parce que c'est ça qui est étrange. Pour moi, on grandit avec cette idée qu'un Français, c'est quelque chose d'extraordinaire et de grand. Donc forcément, on est un petit peu soumis devant un Français. Donc il fallait beaucoup de temps pour dépasser cette petite soumission et de se dire, quand je discute avec lui, il peut dire ça, moi je suis d'accord, je peux lui donner cette référence, argumenter en utilisant telle ou telle chose. Alors peut-être que lui n'aura aucune idée de cette argumentation et d'où elle vient, mais ce n'est pas grave. Lui, il parle de Michel Foucault, moi je parle de Al-Jahez. Il n'a aucune idée de qui est Al-Jahez, mais pour les Arabes, c'est immense, Al-Jahez. Michel Foucault est immense pour les Français, pas que pour les Français. Moi, je connais Michel Foucault. Mais lui, il ne connaît pas Al-Jahez. Alors, comment on va faire? Comment lui faire comprendre que Al-Jahed a existé il y a 10 siècles et qu'il est extraordinairement influent, qu'il a une grande influence dans la façon que les Arabes ont trouvé pour dire telle ou telle chose, y compris pour vivre telle ou telle chose de l'ordre sexuel. Je suis en train de m'empêtrer, je ne sais pas comment vous raconter tout ça. Mais c'est très important. Je ne voudrais pas vous insulter, mais c'est très important ça avec les Français. Que les références... Parce que la mission de la France est tellement universaliste
que parfois les références ne sont que françaises. Et donc, la liberté et la crédibilité de ce qu'on dit et de ce qui va être affirmé, à partir du moment que ce n'est pas argumenté, appuyé par des choses qui sont françaises, donc ça ne vaut rien. Et donc vous êtes d'accord, ce n'est pas possible, ça. Donc ça, c'est toute une lutte. D'abord, quand on est face à l'autre et qu'on est amoureux de l'autre, et qu'on est nu avec lui nuit après nuit, et qu'en même temps, il faut lui expliquer que d'accord, il y a Michel Foucault, il y a Descartes, mais il y a aussi ça. Comment arriver à une forme d'égalité, en fait, quasi impossible. Parce que le monde, encore une fois, mais bon, là, ça, je fais des lapalissades, si je peux dire, le monde est dominé par l'Occident. Parce ce qui est inventé en Occident, c'est ce qui domine le plus. Je veux bien bénéficier de tout ce qui concerne les droits de l'homme et tout ça, parce que moi-même, je suis maintenant français. Mais ce n'est pas une raison pour se soumettre, même quand on est en France, à autre chose. La liberté ne s'arrête pas à une seule frontière. Il y a autre chose dans la vie. Il y a d'autres vérités valables. Il y a plusieurs vérités valables. Il y a plusieurs versions des choses qu'il faudra aussi écouter. L'autre, il ne faut pas venir avec ce que moi je sais, ce qui me paraît être sûr, parce que c'est appuyé par telle ou telle chose de ma culture, et l'imposer à l'autre alors que lui n'a aucune idée de ce que c'est. Il y a quelque chose de l'ordre de néocolonialisme dans tout ça. C'est ce que j'essaie de faire, de raconter en tout cas d'une manière très moins compliquée que ce que je viens de faire dans le roman Celui qui est digne d'être aimé. En parlant de néocolonialisme, justement, on a remarqué que cette domination était aussi très inscrite dans la langue, en fait. Et c'est d'ailleurs une question centrale, en fait, dans votre œuvre. Et justement, dans Celui qui est digne d'être aimé, à un moment donné, c'est Ahmed qui écrit une lettre de rupture à Emmanuel, son amant, et il lui dit la chose suivante. Il lui dit « Au fond, je n'ai rien contre le français. J'ai en revanche de la haine pour le français tel qu'on l'a construit entre nous. Le français s'est infiltré partout, dans l'amour entre nous, dans le sexe entre nous, dans les conversations, dans notre façon de marcher, de faire couple, de faire semblant d'être unis contre le monde. » Cette phrase, en fait, entre en résonance avec celle de Kateb Yassine, qui considérait le français comme un butin de guerre. Et pour vous, dans quelle mesure le français continue-t-il d'exercer une forme de colonisation, en fait, sur les pays que la France a anciennement colonisés? Vous vous souvenez tous de cette émission sur M6 qui parlait de Marrakech, les riades de Marrakech, tout ce que ça a provoqué dans la société française, ce rêve tout d'un coup d'aller à Marrakech, acheter une maison, c'était quoi, il y a 15 ans, 20 ans? Quelque chose de cet ordre. Et d'avoir Fatima qui fait la cuisine et Mohamed qui gère le jardin. Tout d'un coup, je l'ai vu qu'en France, tout d'un coup, ce rêve s'est répandu pour les... Je ne suis pas en train de me moquer, mais il faut juste comment moi je l'ai vécu. Ici, je me disais, mais ici, c'est les Marocains qui viennent faire la même chose en France. Si tout d'un coup, comment les Français le vivraient? Bon, je parle évidemment, il y a des très 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 riches arabes des pays golfes qui peuvent tout acheter chez vous, bien sûr. Mais bon, parce que la France a besoin de milliards de dollars et tout ça. Mais ça, c'est autre chose. L'élite marocaine jusqu'à aujourd'hui, l'élite économique, les grandes familles qui dirigent le Maroc et qui font du Maroc, qui font une forme d'amalgame entre leur business familial et l'économie du Maroc. Ils utilisent l'économie du Maroc pour faire du profit tout en faisant croire qu'ils font évoluer le Maroc. Cette élite-là, elle vient des écoles françaises au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, on les appelle la mission française, les écoles marocaines. Les écoles françaises au Maroc, ça s'appelle jusqu'à aujourd'hui la mission française. Et on les appelle d'ailleurs Ould el-Mission, le fils de la mission. Ces gens-là, après, ils viennent à Paris pour les grandes écoles. Ils apprennent la liberté. Mais quand ils reviennent au Maroc, ils l'oublient, cette liberté. Ils l'appliquent autrement, tout en continuant à parler en français aux Marocains. Donc vous voyez bien que cet héritage colonial
n'est pas encore, je ne vais pas dire qu'il n'est pas terminé, il est encore là. Et que ce n'est pas ni culpabiliser les Français, ni culpabiliser la France, que d'essayer de faire face à l'histoire et de voir qu'est-ce qui se passe dans notre société, dans la société de tel ou tel pays. Quels sont les enjeux? L'élite qui dirige le pays s'exprime en français, au Maroc. Elle vient à Paris étudier dans les grandes écoles, je pense qu'ils ont les plus grandes facilités du monde. Ils reviennent au Maroc, ils continuent de diriger le Marocain, comme s'ils vivaient... D'ailleurs, vous savez comment ils appellent Paris? Pour ces riches Marocains, pour eux, c'est la banlieue. C'est-à-dire la banlieue de ce... Il y a un quartier à Rabat qui est tellement mythique et riche que je crois qu'il existe, mais je crois qu'il n'existe pas. Il s'appelle Bir Qassam, c'est là où vivent les très 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 riches. C'est pas Neuilly, c'est autre chose que Neuilly. Neuilly, ça existe. On sait qu'il y a une station de métro, ça s'appelle Neuilly, tout ça. Au Maroc, ça s'appelle Bir Qassam, Bir Qassam. C'est derrière, ils te disent là, c'est par là, c'est derrière là. Donc moi, je pense que ça n'existe pas, mais bon, ça existe. Le Maroc est dirigé comme ça par un lieu qui... Et donc ils passent de là à la banlieue qui est Paris. Pour eux, Paris, c'est la banlieue. Et ils viennent chaque week-end en banlieue. C'est un truc qui se disent entre eux. Bon. Voilà. Ça dit tout, je crois. Bien, merci. Merci à vous. On va maintenant passer à un temps de questions de la salle. Donc, nous vous prions de formuler des questions et de ne pas nous raconter un témoignage, s'il vous plaît. Et on a 2 micros qui vont circuler pour recueillir les questions. Voilà, ici. Il y en a une tout en haut. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, donc qui concernait plutôt le début de votre intervention. Et je voulais revenir sur votre petit héros et sur ce qu'il subit. Je trouve ça important, en fait, parce que je trouve que dans une période où il y a quand même énormément de polémiques autour des agressions, du rôle de l'homme par rapport à la femme qui serait supposément victime, en fait, on ne se pose plus vraiment la question de ce que c'est que de vivre une rencontre où, un petit peu à l'image de cette scène, ce jeune homme, potentiellement, on a l'impression qu'il est dans une sorte de no man's land, ou peut-être qu'il ne se formule pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il sait seulement ce qu'il veut? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il n'a pas envie? J'ai l'impression que c'est des moments peut-être où il peut y avoir une sorte de gouffre, d'absence de pensée, une tension intérieure, avec, comme vous le décriviez, toute cette part de contexte social qui fait que ça étouffe un petit peu et que peut-être on ne pense pas très bien quand c'est comme ça parce qu'on ne se sent pas la liberté de le faire. Mais en même temps, il y a bien cette question de cet homme qui lui demande « Est-ce que tu bandes ?» Et on se pose la question, est-ce qu'il est en train d'avoir un peu de ce plaisir? Et on n'aborde pas du tout la question du désir, qui est peut-être pas très bien définie. C'est-à-dire, c'est un... Dans la scène. Oui, dans la scène. Mais je voudrais juste quand même rappeler, puisque vous parlez de cette scène, que juste après, il est sur la terrasse, il fait le truc avec la fleur, il m'aime pas. Le père arrive, il voit ce que fait son fils, et j'ai fait exprès qu'il y ait cette réaction du père comme ça. D'une part parce que mon père réellement a réagi à un moment donné avec moi de cette manière-là, pour complexifier encore plus les choses, pour dire que même dans l'atrocité absolue dans laquelle on fait baigner un être et pour lequel on banalise le viol, il y a peut-être des petits miracles comme ça qui peuvent arriver à un moment ou à un autre, qui peuvent le faire tenir. Ça, c'est pour la deuxième partie du père. Mais pour le premier, je ne sais pas comment dire ça. Je pense que c'est très difficile de penser quand on baigne dans ces situations. C'est comme quand on est amoureux. C'est peut-être ça la meilleure. Quand on est amoureux, tout ce qu'on fait pour l'autre, est-ce qu'on a conscience de tout ce qui est en train de se passer, de ce qui est en jeu? Je pense souvent, c'est plus tard que... Et je choisis exprès la métaphore de l'amour, parce que même dans l'amour pur et vrai, il y a de la violence,
je ne parle pas de la violence qu'on est en train de se bagarrer, mais les enjeux qui ne sont pas des... Il y a quelque chose de l'ordre de la violence qui s'immisce aussi. Donc on n'a pas cette possibilité d'être dedans et de réfléchir à ce qui nous arrive. Parce que, en fin de compte, on est, je sais pas moi, on n'est que... on n'est rien du tout. C'est la peau, du sang, la chair. C'est face à tout un monde qui s'organise déjà pour vous violer et qui voit qu'il y a des viols qui se passent et qui ne fait rien, et que ce n'est pas possible de le dire à personne. Et vous allez vers qui? Vers la police, mais ils vont vous y aller aussi. Vous allez le dire à votre mère. Elle-même, c'est pas qu'elle soit homophobe. Elle va comprendre que voilà quelqu'un qui va, son propre fils, qui va affaiblir sa position dans le monde, dans l'organisation de ce monde. Elle n'est pas contre son fils. Elle n'est pas homophobe, cette femme, cette mère. Elle n'est pas homophobe. Mais elle ne peut pas protéger. Elle ne peut pas protéger même ce fils. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, une forme d'organisation sexuelle, à la fois là et en même temps niée, mais en même temps là, et qui se passe. Et c'est cette négation qui lui autorise tout ce monde à élire quelqu'un qui devient un petit objet sexuel sur lequel tout le monde passe. Mais en même temps qu'il y a ça, je ne voulais pas qu'il soit uniquement ce héros défini du point de vue de la victime. Je ne voulais pas qu'il soit seulement victime. Parce que traiter une victime en la victimisant encore plus, ce n'est pas lui rendre justice. À l'intérieur même de cette scène, il faut qu'il y ait une forme d'ambiguïté, de résistance à un certain niveau. Je comprends que dans le film, il y a d'autres choses qui se passent qui montrent qu'il résiste. D'ailleurs, en fait, dès la première scène de film, qui précède celle qu'on a vue, la première scène de film, il entre dans la chambre de son grand frère. Il casse la serrure, il entre. C'est-à-dire c'est une métaphore, il n'est pas censé le faire, il le fait. Et tout le film lui donne comme ça des petits moyens de rien du tout, hein, pas des moyens intellectuels, mais des moyens de rien du tout qui montrent qu'il y a peut-être une forme de pensée qui est là, mais pas une pensée en forme qu'il va dialoguer avec quelqu'un. Ça, c'était impensable pour moi de le mettre dans le film. D'ailleurs, dans la vie, d'une manière générale, c'est très, très difficile de rencontrer quelqu'un et de lui dire ce qui nous arrive et que l'autre comprenne réellement et que l'échange soit à la hauteur de ce qu'on est en train de raconter. Et là, d'une manière générale, hein, pas qu'au Maroc, hein, c'est quasi général. C'est très, très, très difficile d'avoir cette écoute. Donc, il n'était pas possible qu'il y ait des dialogues. Il n'était pas des dialogues d'explication. Il va aller vers quelqu'un, il va lui dire « on me viole, on me fait ça » et tout ça. Tout ça, c'est totalement impossible. Peut-être qu'aujourd'hui, avec Internet et avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette libération de la parole, notamment chez les femmes, qui, j'espère, va durer et qu'elle est réelle et non pas juste une vague, une mode, je l'espère de tout mon cœur. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait ça dans le film, des moments qui réduisent tous ces enjeux qui l'emprisonnent et le violent par des discussions qui sont peut-être pas totalement le reflet réel de la situation. J'espère que c'est clair. Bonsoir. Alors moi j'avais une question. Alors, je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer un peu comment ça se passe la sexualité dans les sociétés. Vous venez du Maroc, dans les sociétés traditionnelles, sociétés musulmanes, où la pression sociale et autant la pression religieuse fait que c'est très difficile au final de s'accomplir sexuellement dans ces sociétés. Moi je l'ai vécu, j'étais au Moyen-Orient pendant 1 an, et j'ai vu que ça entraînait beaucoup de frustration chez les jeunes, et que c'était des choses qui étaient une question qui revenait tout le temps. Les gens en parlent beaucoup, les jeunes parlent tout le temps de sexe, alors qu'au final c'est censé être interdit. Donc je voulais savoir au final ce que vous en pensiez, et comment on gère ça, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, comment on gère ça? En tout cas, quand on parle de cette question-là pour les pays arabes et musulmans, il faut essayer de ne pas trop généraliser, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les lois qui interdisent. Le sexe est interdit, même pour les hétérosexuels, en dehors du mariage. Mais est-ce que ces hétérosexuels ne font pas du sexe avant le mariage? Bien sûr que non. Donc de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai vu faire,
Moi, j'ai vu plein de choses. Peut-être que on a dû vous cacher des choses parce que vous n'étiez pas assez intime avec eux. Vous n'aviez pas accès à tout, mais il se passe des choses. Ça, je peux vous l'assurer qu'il se passe des choses. Donc, l'idée d'aller penser ces Arabes comme étant seulement des frustrés sexuellement est fausse. Il ne faut pas penser ça. Si on pense à les aider, peut-être, et je deviens peut-être, il faut s'adresser aux dirigeants de ces pays qui maintiennent, qui ont d'ailleurs sont soutenus par l'Occident, qui n'ont aucun problème avec l'Occident. Hein. Je vous rappelle, avec les dirigeants de l'Occident, hein, avec l'Amérique et même avec la France. Donc pour moi, le problème doit à ce moment-là se situer à ce niveau-là de la politique. Si on reste toujours à ce niveau des traditions, l'islam, tout ça, on va être dans une répétition stérile qui a commencé, je ne sais pas moi, il y a 3 siècles, 5 siècles, je ne sais pas quoi. Donc moi, venant de l'intérieur, je peux témoigner et parler de ce qui se passe de l'intérieur et de ces transgressions, de résistance, de transgression, parce que de toute façon, en fin de compte, c'est des êtres humains. Ils ont besoin de satisfaire leur libido sexuelle comme tout le monde. Donc ils trouvent les moyens. Et ils ne vont pas l'assumer, certes. Mais ce n'est pas parce qu'on tend le micro à quelqu'un, on lui dit « Que penses-tu de l'islam, la sexualité ?» qu'on va se satisfaire de sa réponse. Ça, d'ailleurs, c'est ça ce qui me fait à chaque fois bondir quand je vois à la télé. On donne le micro à quelqu'un, il te donne une réponse, on dit bon, c'est ça, il dit la vérité. Bien sûr qu'il ne dit pas la vérité. Tout le monde est assez malin de croire qu'il n'a aucune raison de se griller, comme on dit, dans la société en disant la vérité. Donc celui qui fait une étude sur ce terrain-là, si je peux dire, il faut qu'il ait au moins cette générosité de penser l'autre réellement comment il vit et approfondir la question. Et non pas se contenter d'une discussion, comment tu fais pour faire le sexe ? Non, l'islam interdit ça. Évidemment que ce n'est pas possible. Si je me mettais à vous raconter tout ce que j'ai vécu au hammam, j'ai l'impression que j'ai plus vécu de liberté sexuelle au Maroc qu'ici. Bon, c'est un peu de la provocation, mais non, c'est terrifiant. En fait, c'est avec l'âge, et c'est ça qui est terrifiant, c'est que le fait d'avoir eu à transgresser, à inventer des stratagèmes et donc des romances et des trucs à faire juste pour arriver à ce truc, finit par dominer votre désir et la façon d'arriver au désir et à la jouissance. C'est ce qui explique le fait que je vous dise, peut-être qu'au Maroc, j'ai eu plus de liberté, mais en fait, c'est faux. C'est juste qu'il a fallu y aller en guerrier. Et tout aussi gentil que ce soir, je n'ai pas été gentil. Je n'ai pas été que gentil. Mes sœurs, encore une fois, mes sœurs. J'ai vu les choses, j'ai vu. Évidemment, la société les condamne à telle ou telle chose. J'ai pas envie de vous dire c'est à cause de l'islam, c'est à cause de... Moi, c'est pas du tout ça que la tradition et tout ça. Il faut ramener la chose à la politique. Les gens qui dirigent ces pays, c'est à eux qu'il faut parler. Pas à nous. Si on commence à parler de la religion, toutes les religions sont contre ce genre de choses. Et puis moi, ma vision de l'islam et des musulmans ne vient pas d'une ignorance sur l'islam et les musulmans et comment ils vivent. Moi, je suis musulman. Et je viens de cette comment dire, je n'ai même pas eu à penser la chose avant d'avoir commencé à la penser. Je suis né dedans, donc j'ai déjà une sensibilité musulmane renforcée par les études et tout ça. Donc quand je dis musulman et l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire musulmane et tout ça, les références que moi j'ai dans ma tête, elles sont extraordinaires. Averroès, Avicenne, enfin, vous voyez, tous ces gens, c'est pas rien, tous ces gens. L'Occident fait semblant de ne plus les connaître aujourd'hui, mais moi je les oublie pas. Les musulmans eux-mêmes font semblant de les oublier. Comme cette liberté-là n'a pas existé chez eux, moi, je ne les oublie pas. Ils sont libres de les oublier. Moi, je ne les oublie pas. Et quand je parle, ils sont présents dans ma tête. Certes, c'était il y a très longtemps, vous me direz, mais ce n'est pas une raison d'oublier l'histoire. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop provoque ce que je vous dis, mais... Bonsoir. Si. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler de frustration, pareil. Je suis de Tunis, je suis tunisien et
Et j'ai senti cette frustration dont vous avez parlé, spécialement dans les pays arabo-musulmans, où c'est une frustration qu'on n'arrive pas vraiment à décrire avec les mots, mais qu'on peut comprendre. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que pour un pays comme la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, où l'homosexualité reste vraiment un grand tabou, pensez-vous que travailler sur une alliance franco-marocaine, franco-tunisienne ou franco-algérienne, à travers l'Institut français, à travers des événements culturels, ou aborder ce genre de sujet, quand même aide à accepter ou à ce que les gens soient plus réceptifs à ce sujet-là quand vous leur parlez en arabe ou que vous donnez votre exemple en tant que Marocain. Pensez-vous que ça a un moyen aussi de les aider à accepter la chose et qu'il y a des Marocains, des Tunisiens ou des Algériens qui sont ailleurs, qui sont battus pendant des années? Est-ce que vous êtes prêts à faire marche arrière quelque part et revenir et faire face à ce sujet-là dans un pays maghrébin? Voilà. En tout cas, je continue d'aller au Maroc, je fais des conférences comme ce qu'on est en train de faire là. Je dis exactement les mêmes choses que je dis là ce soir. Mais moi, je n'ai pas de pouvoir. Moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. D'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, certes, je suis là, l'invité d'honneur, etc., mais je suis encore très pauvre. Je n'ai pas de pouvoir pour changer les lois politiquement. Et puis, il ne faut pas non plus penser tout le temps les Arabes comme incapables de penser par eux-mêmes. Et comme s'ils avaient nécessairement besoin de l'Occident pour arriver à telle ou telle chose. Et ça, on l'a bien vu avec le printemps arabe. Quelles que soient les conséquences politiques désastreuses du printemps arabe, on est d'accord. Mais on ne peut pas oublier, et vous êtes tunisien, ça a commencé en Tunisie, on ne peut pas oublier ce qui s'est révélé là, de la part de la jeunesse, capable de faire arriver dans les rues une forme de révolte qui a fait vaciller le pouvoir à un moment donné. Certes, après, il y a eu des contre-révolutions, c'est-à-dire les bases, ceux qui avaient le pouvoir étaient encore là, ils ont pu résister et décimer ceux qui voulaient amener un réel changement. Donc voilà, vous vous souvenez de la réponse de la France quand ça a commencé en Tunisie. Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit Michel Alliot-Marie? Elle voulait envoyer les policiers françaises pour mater les pauvres Tunisiens qui se rebellaient contre le gentil dictateur Ben Ali. Si ce n'est pas du néocolonialisme, je ne sais pas ce que c'est ça. Donc vous voyez, les Arabes sont capables de penser par eux-mêmes. Donc passer nécessairement par la bénédiction de l'Occident n'est pas forcément peut-être la chose la... Et je ne dis pas ça pour insulter l'Occident ni quoi que ce soit. C'est une façon de... Si on veut aider réellement l'autre, il faut le penser lui, voir ce qui se passe là dans ce pays-là. Et non pas venir, mais là je me répète, de venir ce qui a pris beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici. Et encore, la question de l'homosexualité n'est pas encore réglée, même en France. Même en France. Je vous rappelle que là, pour l'élection d'Emmanuel Macron, on a voulu les disqualifier en répandant la rumeur de son homosexualité, paraît-il. Vous vous souvenez? C'est sorti de la bouche de gens politiquement sérieux en France, très haut placés. On voyait bien que ça commençait à se répandre. Et donc vous voyez que même dans un pays, après le mariage gay et tout ça, je ne suis pas en train de défendre le monde arabe contre l'Occident ni quoi que ce soit, mais il me semble qu'il faut complexifier les choses. Il faut penser aux gens. Et non pas penser à venir les libérer et en venir en libérateur et en sauveur. Ce qui a pris du temps en France, je ne veux pas dire qu'il faut... J'espère que le Marocain et que le Maroc arrivent à la même chose qu'en France. Mais il ne faut pas blâmer les citoyens. Je ne blâme pas ma mère de m'avoir insulté. Ma mère n'était pas homophobe, même si elle m'a dit des choses homophobes. C'est quelque chose dans la société qui a fait que cette mère qui m'a donné la vie m'a dit telle chose. Si je ne suis pas capable de comprendre ça, alors je ne comprends rien à la vie. Si je dis juste ma mère était homophobe, elle m'a jeté dans la rue. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui a fait que cette mère a fait ça? C'est ça, il me semble, un petit peu la réflexion. Et ici, je me dis, quand on pense par exemple à la France, tout le monde n'a pas la chance de venir en France comme moi. Tout le monde n'a pas envie de venir en France. Tout le monde ne rêve pas de la France. Tout le monde ne rêve pas des États-Unis. Il y a peut-être des gens, je ne sais pas, il y a plein de gens qui veulent immigrer, pour des raisons économiques, je ne sais pas quoi, mais il y a peut-être des gens qui veulent
des homosexuels qui veulent rester dans leur pays. Dans ce cas-là, il faut s'adresser à ceux qui dirigent le pays. Parce que, in fine, si je peux dire, c'est une question d'abord et avant tout politique. D'abord et avant tout politique. Bonsoir. Ah, pardon. Ouais. Bonsoir. Ma question rejoint un petit peu la précédente, mais pas sur le même plan. Il y a Laila Slimani qui a été mise pour la mission de la francophonie et qui voudrait réintroduire des œuvres francophones écrites par des personnes d'anciennes colonies françaises. Est-ce que vous pensez que par la francophonie, on peut venir un peu à rompre avec ce néocolonialisme ou pas? Alors là, vous me posez une question, alors là, je ne sais même pas quoi vous répondre. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris, réintroduire des livres écrits... Des livres, oui, par exemple, des Amin Malouf, qui écrivent en français, mais qui parlent de leur culture. Est-ce que vous pensez que ça renforce ce néocolonialisme ou que ça peut en Non, être une là, réponse? c'est une question franco-française, donc qui n'a rien à voir avec le Maroc. Là, c'est des livres écrits par des Français d'origine, on va dire, arabe, libanaise en l'occurrence pour Amin Malouf. Ça concerne la France, l'éducation et tout ça. Ça n'a rien à voir avec, je dirais, enfin j'applaudis, bien sûr j'applaudis. Amin Malouf est français, il est arabe et français. Il écrit en français, et donc il est français. Il fait partie de la littérature française. Il maîtrise le français. Il est publié chez Grasset. Donc si on en est encore à se poser la question, est-ce qu'il a le droit de... C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'il soit là, moi j'applaudis. Mais ça n'a rien à voir avec la question du jeune homme tunisien. Ça, c'est une question franco-française. Qu'il y ait plus d'œuvres dans les écoles et les lycées en France, écrites par des gens d'origine arabe, moi j'applaudis, évidemment. Je ne peux qu'applaudir. Ça fait partie voilà, je sais pas, enrichir un peu plus la France. Apporter un peu plus de diversité, un peu plus de différences réelles, notre point de vue, un peu plus, une autre forme de beauté. Laisser les autres chanter aussi, même quand ils portent le voile. Par exemple. Pardon, je vous ai interrompu. Oui. Moi, j'aurais une question. Je suis marocaine, comme vous. Je viens de Rabat aussi. Peut-être un peu de Belrasem. mais en tout cas, bon, bravo. J'aime beaucoup votre travail. Moi, j'aurais une question. J'ai vécu dans cette société et aujourd'hui, je me pose vraiment la question de est-ce que si demain, il y avait un référendum et qu'on demandait aux Marocains d'aller voter pour abroguer les lois qui discriminent l'homosexualité, qui discriminent même les relations hétérosexuelles hors mariage, que les libertés individuelles tout simplement soient plus acquises pour tout Marocain et pas que celui qui a les possibilités financières de l'avoir, parce que c'est souvent ça le problème. Est-ce que si demain on appelait le peuple à choisir, finalement, est-ce qu'il choisirait? Parce que il y a un gros problème avec le pouvoir, certes, qui est en place, et sa rigidité, mais il y a aussi un problème qu'on voit au niveau du peuple, quand on voit les vidéos qui circulent sur Facebook de gens qui lynchent un couple d'homosexuels, ou même une personne qui serait juste un peu plus efféminée, ou un couple qui s'embrasse dans la rue, qui serait hétéro. Enfin, il y a des vidéos qui circulent et qui font bouger les choses pour montrer la violence du peuple aussi. Et moi, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas une éducation à faire d'abord au niveau des familles, ensuite au niveau de l'espace public, ce qui peut être permis, et à l'école, et peut-être, bien sûr, avoir l'accompagnement du pouvoir pour ça, parce que je pense qu'il ne suffit pas de changer les lois pour changer les mentalités. On l'a vu avec la loi sur le viol, la victime mariée à son violeur, qui a été annulée finalement après 2011 et après toutes les demandes et tous les tabassages de manifestations aussi. Mais aujourd'hui, il y a encore des petites filles qui sont mariées à leur violeur en campagne, juste pour éviter la honte de la famille, alors que c'est une loi qui n'existe plus.
Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ça aussi. Est-ce que vous pensez que... Moi, je vous répondrai ça par Robert Badinter. Quand François Mitterrand a été élu, la majorité des Français étaient pour la peine de mort. Vous vous souvenez ? François Mitterrand a aboli la peine de mort. C'est-à-dire, si je vais chez mes sœurs maintenant même, il n'y a pas de problème. Elles ont eu beaucoup de problèmes avec moi. Ils ont fini, finalement, il ne va pas changer. Autant l'intégrer. On peut en bénéficier de lui dans notre vieillesse. Et c'est ce qui arrive. D'ailleurs, c'est étrange. Je me retrouve maintenant, parce que mes sœurs sont beaucoup plus vieilles que moi. Elles ont la cinquantaine, soixantaine. Je suis en train de devenir quasiment le psy de la famille. Ils me disent, mais toi, tu comprends. Toi, tu comprends. Il y a une idée stélique, toi, tu comprends. Tu as vécu plein d'horreurs, tu comprends. Bon, je suis en train de... j'essaie de le prendre d'une manière positive. Donc, je veux bien psychanalyser mes sœurs, il n'y a pas de problème. Et entendre tout ce qu'elles vivent aujourd'hui comme femmes mariées, etc. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je veux dire, évidemment, si on demande à la population, elle va être contre ci, contre ça, parce que les gens sont, comment dire, prêts... Je sais pas comment dire, c'est comme dans un film de science-fiction. Malheureusement, on est tous un peu comme ça. Il y a des choses qui sont en nous lobotomisées, en fait. On l'est. Mais pas qu'au Maroc, partout, même en Occident. Si vous dites ici à quelqu'un de vous renoncer à votre individualité, à votre liberté individuelle, non, jamais de la vie. Tellement la notion d'individualité est forte ici. C'est cette idée que quand on commence à penser aux choses, c'est tellement déjà en nous qu'on croit que c'est ça réellement notre identité, que l'islam c'est ça, que être marocain c'est ça, que nos traditions c'est ça. S'il y a quelqu'un, un porte-parole, une personne qui a une forme de légitimité, d'autorité morale dans tel ou tel pays, comme Robert Badinter l'a été ici en 81, je crois, 81, 82, pour cette question de la peine de mort en France, c'est-à-dire qu'il explique aux gens. Il faut expliquer aux gens, il faut sortir. Je ne sais pas comment dire, mais pour que cela arrive, il faut que quelqu'un ait une petite autorité morale pour que, des coups, quand ils se mettent à parler, au moins on ne pourra pas le soupçonner d'être un petit peu homosexuel sur les bords, ou je ne sais pas moi, qu'il travaille pour les oulémas, ou bien pour les riches, ou je ne sais pas quoi. Ce genre de personnes, malheureusement, le système au Maroc ne les favorise pas. La politique. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence un petit peu à critiquer ou qui essaie de monter, il faut tout de suite le casser. Donc du coup, on se retrouve, nous-mêmes Marocains, je parle du Maroc, à se dire, mais on n'est qu'incapable comme société de faire évoluer, d'expliquer aux gens. Mais ce qui est faux, si on revient à l'histoire du Maroc, déjà de l'indépendance du Maroc, ceux qui ont fait l'indépendance, c'est des Marocains, des gens qui ont étudié. Le fameux Mehdi Ben Barka, vous connaissez tous Mehdi Ben Barka, je pense ici, qui a été assassiné à Paris avec la bénédiction des services secrets français, rue de Rennes, à Paris. Et cet homme qui vient du peuple avait un rêve pour les Marocains. Et tous les Marocains dans les années 50, 60, 70, les étudiants sortaient, ils avaient un rêve. Le problème, c'est que le pouvoir au Maroc aujourd'hui a presque fait oublier à la grande majorité il s'est passé telle ou telle chose au Maroc. Comme si le Marocain était quelqu'un, voilà, il est traditionnel. Pour faire du sexe, il faut qu'il aille au hammam, en cachette, évidemment, il ne faut pas le dire. Alors qu'il y a, j'en suis convaincu, il y a les bases pour faire évoluer la société. Si on revient, on a cette impression que les Marocains ne sont pas révoltés. C'est totalement faux. Absolument faux. Il suffit de dire Mehdi Ben Barka, déjà rien que de ce nom-là, suffit pour résumer ce qu'un Marocain était capable de faire, non seulement à l'échelle du Maroc, mais à l'échelle de la planète, puisqu'il était un leader tiers-mondiste et qui commençait même à gêner la CIA, tout ça. Parce que ça aussi, je le lis ça au printemps arabe, ça aussi, il y a une forme de complicité avec l'Occident. Pour l'Occident, ça l'arrange qu'on dise les Arabes, ils dorment, ils sont empêtrés dans leur tradition, dans leur islam et tout ça. Ça arrange, ça les arrange. Ça n'arrange pas l'Occident, et encore moins les gens au pouvoir dans les pays arabes soutenus par l'Occident, qu'on rappelle ce que ces Arabes, ces musulmans ont été capables de faire. Pour moi, le printemps arabe est une des choses les plus extraordinaires qui existent, qu'on ait vu ces derniers temps.
Alors certes, les conséquences politiques pour l'instant sont désastreuses, mais ce n'est pas une raison pour revenir à des visions arriérées sur les Arabes et dire bah, ils sont incapables, ils dorment encore une fois. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais pour moi, il est important que, moi je le vois même sur Internet, les Marocains qui postent, qui font des lives sur Instagram, qui ne sont ni intellectuels, qui tout ce qu'ils disent est quand même extrêmement inspirant. S'il y a juste quelqu'un qui est capable de parler à ces gens-là sans avoir peur de perdre son pouvoir, eh ben, il y aura le changement. Pas seulement pour les homosexuels, mais pour tous les autres. De ça, moi, je suis convaincu. Et je n'ai même pas besoin d'aller à Internet, il suffit que je me souvienne de mes sœurs, de ce que ma mère faisait à mon père. Comment elle gère, voilà, comment elle le maîtrisait, comment elle le faisait faire des choses, comment elle négociait avec lui, comment elle criait elle-même. Cette capacité qu'elle avait de crier et de faire arriver les choses est extrêmement politique. Si tous les Marocains étaient comme ma mère, sont comme ma mère ou bien comme mes sœurs, moi je dis, bah, il n'y aura pas de problème pour faire évoluer la société. Je pense réellement que le problème, c'est le pouvoir. C'est une question politique. Il ne faut plus qu'on essaie de nous dire ci ou ça. C'est une question politique. Point à la ligne. En parlant de questions, on va en prendre une dernière avant de clôturer la conférence, s'il y en a une. Il y a tout en haut. Il y a Ok. Oui, mes livres sont traduits en arabe. Voilà. 3 de mes livres sont traduits en... Voilà. Est-ce que vos livres sont traduits en arabe? Oui. Et est-ce qu'ils sont en vente libre dans les pays arabes? Oui, ils sont en tout cas au Maroc complètement libres. Je ne suis pas Ben Barka, donc je ne gêne pas le pouvoir. Donc ils n'ont pas intérêt à interdire quelqu'un comme moi. Je suis presque une image positive pour le Maroc d'une certaine façon, malgré moi. Non, parce que je me souviens avoir emmené, quand ma fille travaillait en Tunisie, un livre qui était en vente libre en France. C'était Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, qui était censuré en Tunisie. Non, en tout cas, tous mes livres. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. En tout cas, ce que je sais de la Tunisie, c'est que c'est un pays où il y a eu beaucoup de liberté intellectuelle, un cinéma incroyablement libre. À une certaine période, oui, tant que Ben Barka était au pouvoir. Et que Ben Ali a commencé au début, pas après. Le cinéma dont je parle se passe dans les années 80, 90, 2000. Et le printemps arabe a commencé en 2010, 2011. Il ne faut pas... Peut-être que vous avez... Je connais bien la Tunisie. Moi aussi, je connais bien la Tunisie. Et le plus grand amour de ma vie est tunisien. Je connais la Tunisie de l'intérieur de l'intérieur. Je connais Gebs. La ville de Gebs, le désert. Je connais il y avait rien de sale dans ce que je disais. Je veux dire que je sais ce que c'est la Tunisie. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un méchant qui a voulu vous faire du mal. Mais en tout cas, ce que je connais de la Tunisie, et ce qu'à un moment donné Bourguiba a fait en Tunisie avant qu'il ne devienne lui aussi un dictateur, est quelque chose qui, pour moi, est un modèle absolu pour le monde arabe. C'est absolu. Après, comment tout ça s'est appliqué, évidemment, il y a beaucoup à dire, à redire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas voir le tableau global. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Parce que souvent, j'ai aussi des amis français qui me disent, qui essayent d'analyser toute la situation du Maroc à partir d'un petit voyage qu'ils ont fait à Ouarzazate ou bien à Taroudant. Je ne dis pas que vous le faites. Et que tout d'un coup, je me dis, mais c'est drôle. Mais pourquoi ils sont en train ils sont si intelligents, ils sont si limités dans leur analyse du Maroc? Pourquoi, tout d'un coup, en parlant du Maroc à partir de ce qu'ils n'ont vu ou pas vu, ils veulent faire toute une image du Maroc et des Arabes d'une manière générale? Il y a eu le printemps arabe, je suis désolé, je le répéterai tout le temps. Le printemps arabe a montré que les Arabes sont capables d'affronter le pouvoir, de sortir dans la rue, de faire bouger les choses. Évidemment, ceux qui ont fait la contre-révolution sont encore au pouvoir, même en Tunisie, on l'a vu, parce qu'ils ont failli voter, peut-être qu'ils ont voté la loi d'amnistie de ceux qui ont collaboré avec Ben Ali, le business et tout ça. Donc on voit bien que tout ça est en cours. Et comment vont faire des jeunes qui
qui n'ont pas le pouvoir économique face à ces dictateurs. Ce n'est pas une raison pour minimiser ce qu'ils ont fait. C'est tout ce que je dis, c'est simple. Parce que si on minimise ce qu'ils ont fait, on revient aux clichés sur les Arabes, on revient à l'orientalisme, on revient au colonialisme, leurs Arabes qui dorment, les Arabes enfermés dans leur islam, soi-disant qui les enferment, etc., etc. Ça ne fait pas évoluer la chose. Ça ne fait pas évoluer ni le débat, ni ces Arabes-là. Voilà. Il y avait une dernière Il y avait question. une jeune fille là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais juste une question par rapport à votre livre, du coup, celui qui est digne d'être aimé. Donc, quand vous l'avez publié, après la publication, est-ce que vous avez eu des retours, parce que c'est quand même inspiré de votre vie, je pense. Est-ce que vous avez des retours par rapport à des personnes où vous avez une relation avec eux, quels que soient les retours des deux côtés, que ce soit plutôt au Maroc ou plutôt en France, selon? Et comment vous vous êtes senti après cette publication et cette écriture de ce livre? En fait, ça c'est une question à laquelle j'ai répondu il y a déjà très très longtemps quand j'étais encore étudiant au Maroc et que j'avais commencé à écrire. En fait, c'est assez étrange. Dès qu'on se met à écrire, on voit tout de suite qui pourrait se lever contre vous. Il pourrait vous dire, tu n'as pas le droit d'écrire ça. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Ça appartient à ma mère. Donc à un moment donné, pour pouvoir écrire, je vais dire peut-être une chose un peu vulgaire, il faut aller au-dessus, au-delà de tout ça, au-delà. Parce que même votre mère, si elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous écrivez, il faut quand même l'écrire. Parce que ce que vous écrivez, même si vous écrivez sur elle, ça vous appartient à vous, et ce que va dire telle ou telle autre personne par rapport à ce que vous faites, ça lui appartient à lui. On fait un livre, non pas pour résoudre les problèmes et les névroses des autres, mais en tout cas écouter les siennes un petit peu, et on essayait de les transformer en quelque chose de littéraire avec une valeur intéressante. Donc quand j'arrive à ce roman, donc celui qui vient d'être aimé, qui a été publié l'année dernière, donc vous pensez bien que mais je comprends que pour un jeune, je pense que vous êtes très jeune, que cette question-là se pose. Et qu'on habite à Paris, Marseille, Rabat, Casablanca, il y a toujours cette censure de la famille qui passe par l'amour de la famille, la gêne qu'on éprouve devant les autres de sa propre famille. Et c'est ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Si vous voulez devenir artiste, il faudra vous faire violence et aller au-delà. Il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre... C'est très gentil, merci beaucoup. Merci Abdelataya. Merci à vous. Merci. Donc juste après viendra une séance de dédicace et n'oubliez pas demain la conférence de Toby Nathan et vendredi celle de Marcella Yacoub. Je remercie le MUSEM de m'avoir invité. On est en contact depuis plusieurs mois. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir si bien pris en charge depuis plusieurs mois. Elles étaient les plus merveilleusement douces avec moi, qui suis tellement bordélique. Et elles ont pu me gérer et m'accueillir d'une façon merveilleuse. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci.